Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en compagnie de mes chroniqueurs. Cara Soli, bonsoir. Bonsoir, Alexandra Carly. Parassou, Bonsoir. Gilles Conan, bonsoir. On reçoit aujourd'hui le général Dominique Trinquant, ancien chef militaire de la mission militaire auprès des Nations Unies. Bonsoir. Expert relations internationales, bonsoir. Vous publiez D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques chez Robert Laffont. Avec vous, on parlera d'actualité internationale avec ce nouveau monde qui se dessine, marqué par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Comment définiriez-vous ce nouveau monde-là aujourd'hui? Alors, ce nouveau monde, Donald Trump, si on le compare à sa mandature précédente, ne s'était pas beaucoup intéressé à l'Afrique. Ce qui l'intéresse, c'est le Pacifique. Et même l'Europe l'intéresse moyennement. Ceci étant, dans la conflagration du monde aujourd'hui, c'est-à-dire la confrontation, j'allais dire, entre les États-Unis, l'Occident et ce qu'on appelle les BRICS, sur lequel on pourra revenir. Bien sûr. Je dis les BRICS, c'est le brick et de broc, hein, c'est pas quelque chose de très consistant. Eh bien, les Européens, globalement, sont les seuls alliés des États-Unis. Et donc, il aura beau vouloir s'intéresser au Pacifique, je crois qu'il sera obligé de s'intéresser un petit peu à l'Europe, avec la méthode transactionnelle qu'on connaît bien de M. Trump. Il faut payer pour que je m'intéresse à vous. Voilà. Bon. Gilles, vous avez une question sur ces relations? Naturellement. Moi, en tant que jeune, je vais parler pour les jeunes aujourd'hui, avec M. Trump, on est beaucoup dans le pathos, on est beaucoup dans l'émotion. Et tout au long de la campagne, voilà, c'est les émotions qui ont gagné et qui ont fait virevolter en fait, le peuple américain. Et aujourd'hui, lorsque j'échange de Trump, tout simplement, avec mes amis, c'est la peur qui gagne souvent les conversations. Est-ce que finalement, si on en vient sur le terrain voilà, des choses concrètes, est-ce qu'on a aussi raison d'avoir peur? Alors, le premier point, vous soulignez que vous parlez pour les jeunes. L'émotion guide les jeunes. Ça, c'est fait. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, mais je le dis sous forme de plaisanterie, mais c'est vrai, c'est beaucoup comme ça. Alors, on a intérêt, on a à s'inquiéter de la position de M. Trump. Pourquoi? Parce qu'il est capable de tout et de son contraire le lendemain. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Lorsqu'il avait eu son premier mandat, on disait qu'il était entouré par des gens raisonnables, qu'il a viré au fur et à mesure de son mandat. Aujourd'hui, il démarre avec des gens pas très raisonnables. Donc c'est ce qui peut nous inquiéter. Justement, au général, on a vu qu'il a entamé une série de nominations, comme les de coutume dans des périodes de transition. Que vous inspire ces nouveaux visages de l'administration Trump? Quand on voit, par exemple, Elon Musk à la tête d'un ministère de la transformation de l'efficacité publique. Alors je pense qu'il y a plusieurs sujets. Hein. D'abord, si on veut regarder un petit peu pourquoi M. Trump a gagné. Il a gagné parce que les autres ont perdu. Pardonnez-moi de cette lapalissade, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de proposer quelque chose qui attirait les gens. Le deuxième sujet, c'est que je pense qu'on est arrivé au bout de la vague wokisme, cancel culture, etc. Les gens en ont marre. Et donc, brutalement, Trump lui dit on arrête tout ça. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là. Ensuite, lorsque vous parlez des gens qui arrivent au pouvoir, je disais qu'ils s'entourent de gens qui ne sont pas très raisonnables. Et le cas d'Elon Musk est un cas intéressant parce que c'est un chef d'entreprise qui est brillant, hein, qui a réussi des tas de trucs, SpaceX, il a réussi plein de choses. Mais du coup, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont plus puissantes que des États. Je vous donne un exemple. Elon Musk, pour revenir à un théâtre que je pratique beaucoup en ce moment, l'Ukraine, il a donné les connexions à l'armée ukrainienne dès le premier jour. Mais il l'a aussi déconnecté quand il en avait envie. Il ne faut pas taper là, alors je déconnecte. Vous imaginez du pouvoir, une société qui guide les actions d'un État. Les fusées, je passais de SpaceX tout à l'heure, l'Europe consacre des moyens importants pour lancer Ariane 6. Il y a eu 3 ans de vide parce qu'on n'y arrivait pas. SpaceX a réussi entre-temps. Donc on voit le poids que peuvent peser ces hommes dans le monde, alors que c'est un remarquable homme d'entreprise. En revanche, sur le plan de l'émotion, de la stabilité, on peut quand même se poser des questions. On ne parle pas du tout du côté eugéniste de M. Elon Musk, qui est extrêmement dangereux. Hein. Je vous rappelle qu'il veut changer un peu
Nous, humains, il veut nous transformer. Et ça, on n'en parle pas. Donc voilà, je pense que tous ces aspects doivent être inquiétants. Comme me disait un journaliste américain, vous inquiétez pas, M. Trump, c'est la dernière fois qu'il peut être président. Oui. Alors, il peut le contester d'ailleurs au passage. Hein. Ah ouais. Mais bon, on en a pour 4 ans. Il va falloir s'armer, il va falloir être. Moi, vous savez, militaire, l'outil militaire américain est extrêmement résilient. Il a réussi pendant le premier mandat à résister à beaucoup des décisions de Donald Trump. On verra si dans ce deuxième mandat, il y arrivera également. Et seulement parlant d'Ukraine, hein, il a promis de régler ce conflit illico presto. Est-ce que vous croyez à cette promesse du nouveau président américain? Alors je pense qu'effectivement, M. Trump veut arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, il faut que les deux arrêtent la guerre. M. Zelensky a déjà dit qu'il était prêt à ce qu'en 2025, il y ait une solution diplomatique, dont plus les armes diplomatiques. Le président Poutine vient hier de faire des premières propositions qui sont, on ne discute pas le terrain, etc. Enfin, c'est propositions. Mais c'est normal, en négociation, on part toujours d'une position haute. Mais voudra-t-il accepter ce que Trump lui proposera? C'est moins sûr. Et si la Russie, M. Poutine, en l'espèce, dit bah, « écoutez, vos conditions ne me satisfont pas, je ne veux pas », comment va réagir M. Trump? On le sait, il a un ego surdimensionné, démesuré. Et le patron, c'est moi. America first. Donc, si vous ne voulez pas faire comme moi, comment on va faire? Là, ça serait intéressant de voir si le président Trump est obligé de prendre plus l'appui de l'Ukraine pour faire plier la Russie aux injonctions qu'il voudra formuler. Donc, en général, l'arrivée de Donald Trump, le retour de Trump à la Maison-Blanche n'est pas une chance pour M. Poutine, quand on vous écoute? Non. Alors, les Russes ont été d'ailleurs très pondérés dans leurs analyses. Hein. Et ils ont dit, de toute façon, les États-Unis, c'est notre ennemi. Donc, ils passent par-dessus les démocrates et les républicains. Les États-Unis, l'unilatéralisme américain, c'est notre ennemi. C'est ce qu'il disait en 2007 à Munich, à la conférence de la sécurité. Donc, il va falloir voir. Alors, tout le monde disait, oui, mais M. Trump est très du côté de M. Poutine. Il a dit que... Bon, moi, je demande à voir. Je ne suis pas certain qu'après le 20 janvier, on ait tout de suite un changement radical, parce que les États-Unis, avec M. Trump, veulent rester les premiers de la classe, les premiers à piloter le monde. Et ça, M. Poutine ne peut pas l'accepter. Donc l'Ukraine n'est peut-être pas très importante pour M. Trump, mais au bout du compte, le leadership américain est en cause. Et ça va toucher M. Trump. Et j'arrive à l'instant, mais les combats se poursuivent sur le terrain et le président Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles américains de longue portée pour frapper le territoire russe en profondeur. Sommes-nous réellement passés à une autre dimension? Et je précise qu'à l'heure où on enregistre cette émission, la Russie a tiré un missile balistique intercontinental pour la première fois dans le conflit. Oui, je pense que ça, c'est un vrai changement. Les frappes dans la profondeur avec des missiles qui portent à 300 km, qui ont une charge importante, je rappelle que les drones ukrainiens frappaient depuis longtemps, à ces distances, voire plus. Hein. Simplement, ils avaient des charges réduites, 20 à 30 kg. Alors que là, un missile Attackams qui est fourni par les Américains, c'est 200 kg. Hein, donc, ça change la nature. Ça, c'est le premier point. En revanche, le missile balistique intercontinental, ça veut dire quoi? Parce qu'on ne change pas de continent, on est toujours sur le continent européen. Hein. Mais à partir de la Caspienne, en gros. C'est-à-dire que les Russes ont voulu dire, là, vous ne nous atteindrez pas. Vous ne nous atteindrez pas. Donc, tirer sur nos bases qui sont à 300 km, c'est bien. Mais nous, on a des capacités supérieures. Premier point. Deuxième point, je demande à voir ce qu'on appelle le Battlefield Assessment, ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire, il a tapé sur Dnipro avec des têtes multiples, et je demande à voir quel est le résultat obtenu. Parce qu'il n'a pas été intercepté, il n'y avait pas les moyens d'interception, et là, les Russes marquent une escalade, une véritable escalade. Mais moi je pense, vous savez, c'est comme il y a 3 jours, on parlait de la nouvelle doctrine nucléaire russe. Si les Russes... Oui, qui a signé un décret pour élargir l'usage du nucléaire. Si M. Poutine en est réduit à faire appel à l'ultima ratio, c'est qu'il a atteint les limites de ses capacités. Ça veut dire que la Russie ne gagne pas comme on le prétend. Elle est dans la difficulté. Elle recrute des soldats nord-coréens. Elle recrute des soldats africains pour aller combattre à la place des Russes, parce qu'ils ne veulent pas diminuer le potentiel démographique russe qui est déjà en train de s'effondrer, comme tous les pays européens au passage. Hein. Donc je crois que oui, la Russie a grimpé d'un cran
parce qu'elle est arrivée aux limites de son potentiel et qu'elle ne veut pas perdre la guerre. Alors, perdre la guerre, gagner la guerre, c'est un sujet philosophique à donner au baccalauréat. Carasoli. Oui, mon général, donc l'élection de Donald Trump, parce qu'on va revenir là-dessus, et si c'est les Européens seulement, il ne serait pas élu. Donc, qu'est-ce que l'Europe peut faire face à Trump? Alors d'abord, je pense qu'il faut arrêter de rêver que les Américains sont comme nous. Ils ne sont pas comme nous, ils sont américains. C'est pas parce qu'on les a aidés à la Révolution à ce moment-là, c'était la Révolution française, l'esprit des Lumières et tout. Les Américains sont des Américains. D'ailleurs, les 3/4 des Américains ne voyagent jamais. Hein. Mon fils qui était là il n'y a pas longtemps, il était surpris, il disait ils ne sortent même pas de leur État. Donc, c'est vous dire si... Bon, donc ça c'est le premier point. Et nous rêvions de les voir comme nous. Alors moi j'ai habité très longtemps à New York. Et à New York, on est un peu chez nous. C'est la côte Est, ils sont comme les Européens. Bon, ben oui, mais ce n'est pas la réalité des États-Unis. Donc ça, c'est le premier point, il ne faut pas penser qu'ils sont comme nous. Donc les Européens doivent avoir une relation avec les Américains, de se dire « America first », d'accord, mais essayer de les convaincre que « America alone », ça ne marche pas. Et donc, vous êtes America First, on n'a pas de contestation. Nous, puissance européenne, entre guillemets, on pourra en parler, on est la 3e puissance économique, voire la 2e puissance économique du monde. Mais en défense, on dépend des Américains. On est très lié aux Américains sur le plan idéologique, l'état de droit, la démocratie. On peut contester, on n'a pas les mêmes démocraties, mais on est un peu pareil. Et donc, on doit s'affirmer auprès des Américains comme un partenaire utile, important, j'allais dire essentiel pour les États-Unis. C'est ce qu'il faut dire. Mais maintenant, on est dans la lutte économique, culturelle, voilà. Et c'est normal. C'est normal. Et pour compléter la question de Carasoli, le chancelier allemand a renoué le contact avec le président Poutine. C'était une bonne décision de sa part? Vous parlez de qui? De Scholz? Oui, de chancelier. Non, alors le chancelier Scholz, excusez-moi, j'aime beaucoup mes amis allemands, mais parle du lame duck, vous savez, aux États-Unis. Le canard boiteux. Voilà. C'est un canard boiteux et il lui manque les 2 pattes. Hein, parce que il vient de perdre sa majorité. Sa majorité, préparer les élections. Il doit préparer les élections. Donc au moment où on prépare les élections, on s'adresse à son électorat. Et c'est ce qu'il fait. Il s'adresse à son électorat. Et l'Allemagne, depuis 1945, et on n'a pas à s'en plaindre, est devenue pacifiste. Donc elle n'a pas envie de combattre. Mais ça, c'est de notre faute. Hein. Je rappelle qu'on a quand même subi un petit peu le militarisme allemand. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un allié fiable. Et dans la période qui se trouve, il ne cherche qu'une chose, c'est sauver électoralement ce qu'il peut sauver. Et donc, ce n'est pas le moment de traiter de relations internationales. D'ailleurs, le président Poutine, le lendemain, a envoyé une salle de 120 missiles pour marquer que la conversation n'avait eu aucun intérêt. Voilà. Donc, mais on va voir en Europe un problème important, hein, parce que l'Allemagne est en cours d'élection, élection au mois de mars, je crois. Ouais. Comme vous le savez, coalition, ça prend 6 mois à être formée. Justement. Donc, on ne va pas avoir un allié fiable. La France est dans la difficulté aussi. Hein. Ouais. Donc, on va avoir une difficulté européenne, c'est sûr. On va parler un peu d'Afrique. Où il y a une image avant. J'avais une petite image. On va la voir d'abord. Je vous invite à la regarder, mon général. On l'a déjà évoqué, ça parle d'Ukraine. Et donc, pour vous, qu'évoque cette image? On voit, notamment, évoque l'idée des soldats nord-coréens arrivés en Russie. Est-ce que pour vous, ça va précipiter une escalade majeure, notamment une implication peut-être plus directe de l'OTAN? Comment cela va impacter les pourparlers, ces perspectives de pourparlers? Je pense que l'implication nord-coréenne, elle a 2 implications. Une implication politique et une implication militaire. L'implication militaire, depuis longtemps, ils fournissent de l'armement. Là, ils fournissent des soldats. Au passage, ça prouve que la Russie manque de soldats. Bon. Les soldats nord-coréens, je ne veux pas en dire de mal. Je les vois sur les défilés. Ils défilent très bien. Je demande à les voir au combat. Voilà, je demande à les voir au combat. Mais ils seront peut-être bons, hein, mais 10 000 soldats, c'est 1 semaine de combat sur le territoire ukrainien. Donc, ça ne changera pas la face des choses. Sur le plan politique, c'est beaucoup plus important. Je rappelle que la Corée du Nord est soumise à des restrictions très importantes par le Conseil de sécurité, dont par la Russie. Or, la Russie vient de signer un accord avec la Corée du Nord.
Donc c'est assez étonnant de voir un membre permanent du Conseil de sécurité qui a mis des restrictions sur la Corée du Nord, signer un accord de défense avec eux. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que jusqu'à maintenant, la Corée du Nord était plutôt un vassal de la Chine. Or là, elle devient plutôt un allié de la Russie. Et je ne suis pas persuadé que les Chinois voient ça d'un très bon œil. Parce que les Chinois, les BRICS, ils veulent, eux, être les maîtres. La Russie est un perturbateur, mais n'a pas la capacité d'être le maître. Et pour les Chinois, qui veulent être les maîtres, c'est la revanche du siècle des humiliations, hein. Eh bien, tout ça, ça ne doit pas trop leur aller. Donc, on a un vrai problème avec l'entrée de la Corée du Nord là-dedans. Ça globalise, et je le rappelle qu'une fois de plus, comme pour le missile qui a été envoyé, l'escalade, elle vient des Russes. Qu'on arrête de dire que c'est l'OTAN qui attaque la Russie et qu'il y a une escalade de la part des Occidentaux. Une fois de plus. Voilà. Donc je pense que c'est un problème. Et puisque vous posez une question sur l'OTAN, je rappelle que l'OTAN est une alliance défensive. Le but de l'OTAN, c'est de défendre les pays de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc l'OTAN ne défend pas l'Ukraine. Les pays de l'OTAN aident l'Ukraine à se défendre. Article 51 de la Charte des Nations Unies, tout pays agressé, on a le droit de l'aider. C'est ce que font les pays qui contribuent à l'OTAN, à l'Union européenne et d'autres, hein. Je rappelle que le processus de Rammstein qui équipe l'Ukraine, c'est 50 et quelques pays. Donc c'est pas seulement l'OTAN, c'est pas seulement l'Union européenne, il y a plein d'autres pays qui aident. Voilà. En général, on va parler d'Afrique. Dans votre bouquin, vous y consacrez un chapitre. Est-ce que la France a encore sa place en Afrique? Question directe. Alors oui, je pense que la France a sa place en Afrique à cause des liens historiques qui nous lient. Nous parlons tous la même langue là. C'est merveilleux quand même. C'est une langue de communication. Ça, c'est important. Maintenant, je dis souvent que 60 ans après les indépendances, les pays africains, enfin, découvrent leur souveraineté. Et c'est bien. La France-Afrique, ça n'intéresse personne. Et nous en parlions tout à l'heure. La France-Afrique, en France, pardonnez-moi, 3/4 des gens se foutent de l'Afrique. Ça ne les intéresse pas. Ils s'intéressent à leur retraite, à leur niveau de vie, etc. L'Afrique, bon. Économiquement, l'Afrique, je parle là de l'Afrique francophone, représente peu de choses pour la France, 5%. C'est pas grand-chose. Les pays africains importants pour la France, économiquement, ça s'appelle le Nigeria, ça s'appelle l'Angola, ça s'appelle l'Éthiopie, ça s'appelle le Kenya, ça s'appelle l'Afrique du Sud. Aucun pays... Aucun francophone, hein. Voilà, exactement, aucun. Bon, donc voilà. Donc moi je pense que la France a sa place en Afrique. Pourquoi? D'abord, mais j'irais plus l'Europe. Pourquoi? Parce que le continent africain est le seul qui a une explosion démographique. Quand vous regardez le monde entier, la Chine, taux de fécondité 1. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se casser la figure. La Russie, l'Ukraine, l'Europe, tous les pays européens, ça dégringole. Les Américains, pareil. Et donc, on a juste à nos portes, de l'autre côté de la Méditerranée, Mare Nostrum, hein, je rappelle, on a un continent qui explose. Alors, je ne parle pas du Niger qui a 6 ou 7, mais les autres explosent. Avec deux phénomènes intéressants. Le seul phénomène qui diminue l'explosion démographique, c'est l'urbanisation. Et on le voit par exemple en Côte d'Ivoire, qui est le pays qui a réduit son taux de fécondité à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup d'urbanisation. Donc ça veut dire que cette masse de population va être attirée naturellement vers un continent qui se vide et qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin de gens pour travailler. On ne va pas parler de problèmes de l'immigration qui sont compliqués, hein, avec la migration sélectionnée, limitée, etc., etc. Et puis l'intégration, qui est un vrai sujet. Mais la France a la place en Afrique, d'abord parce qu'on a une histoire commune. Et moi, pardonnez-moi, mais quand je vais en Afrique, je me sens aussi chez moi. Je me sens aussi chez moi. J'adore être avec des Africains. Et donc, on doit cultiver ça. Et moi, je vois mes camarades, alors dans l'armée, vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent. J'étais à Saint-Cyr il n'y a pas très longtemps. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il y a un instructeur à Saint-Cyr, un commandant de section, qui vient de Côte d'Ivoire. Mais moi, il y a 10 ans, c'était impensable. C'est-à-dire qu'on inverse les données. On va se faire instruire par un Africain. Donc oui, la France a sa place en Afrique, mais elle a perdu beaucoup de son importance. Et surtout, elle doit réaliser qu'elle n'est plus en situation de monopole. Le marché est ouvert.
et les Africains vont choisir. Eh bien, Sur le volet militaire, oui, sur le plan militaire aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres partout, en Afrique, même à l'est du Congo. Et est-ce que dans l'armée, donc il y a une école de guerre, mais est-ce qu'il y a une école de paix dans l'avenir? Ah ben, vous connaissez la devise de l'école de guerre française. Bon. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc on a une école de guerre pour préparer la paix. Comme dit le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, nous devons empêcher la guerre avant la guerre. Hein, le but du militaire, c'est pas de faire la guerre, c'est d'empêcher la guerre. Moi, je suis de la génération d'avant 90. Hein, et vous savez, en 1990, la chute du mur, pour nous, on a dit génial. On a gagné la Troisième Guerre mondiale sans tirer un seul coup de feu. C'est ça. Bon. Alors, pour la paix, oui, les armées sont là pour apporter de la stabilité et permettre. Alors, on va discuter de la stabilité donnée par des putschistes en Afrique. C'est un autre sujet. Hein. En général, est-ce qu'il faut fermer les bases militaires françaises? Parce que c'est l'une des revendications des putschistes, comme vous évoquez. Hein. Je voudrais juste rappeler qu'elles sont fermées. Alors, je sais que vous allez bientôt inviter M. Bockel à en parler. Il a un sujet là-dessus. Mais pour moi, les affaires sont pliées. Au Sénégal, à Abidjan et à Libreville, il n'y a plus de base française. Attendez, on va parler du Tchad après. Il n'y a plus de base française. Ça a été donné aux pays africains. Et nous mettons en place des conseillers, des instructeurs qui vont travailler au profit des armées africaines à la demande des pays africains. Il n'y aura plus de troupes en tant que telles. Donc le problème, il est réglé. Alors on revient aux deux autres bases qui sont Djibouti et le Tchad. Le Tchad, je rappelle, ce n'est pas une base. C'est un accord bilatéral opérationnel avec le Tchad. Donc, pour l'instant, on n'en parle pas. Djibouti, Corne de l'Afrique, les Américains sont venus parce qu'il y avait des Français, les Chinois sont venus parce qu'il y avait des Français, les Allemands sont venus parce qu'il y a des Français. Secteur stratégique, on voit ce qui se passe dans la mer Rouge, Bab el-Mandeb, le Yémen, etc. Et je pense que le gouvernement djiboutien a intérêt à ce que les Français restent. Donc voilà. Donc, et on n'a créé qu'une seule base à l'extérieur de l'Afrique, à Abu Dhabi, où on a une base française sur le Golfe Persique. Mais les bases françaises n'existent plus, et, sauf bien sûr à Djibouti. Et donc le reste, c'est des relations bilatérales d'aide à la formation des contingents africains. Alexandre. Oui, moi j'ai une question, c'est un peu pour revenir aux chiffres du jour. Donc il y a 8 drones Bayraktar TB2 qui ont été acquis au Mali. Il y a une certaine montée en puissance des moyens aériens, notamment grâce à des partenariats étrangers, donc pour les armées des juntes sahéliennes. Et ça semble afficher une stratégie plus musclée face aux djihadistes et rebelles. Donc est-ce que selon vous, ces avancées technologiques et tactiques marque une réelle capacité de changement durable sur le terrain ou risque-t-elle plutôt d'intensifier le cycle de violence? Alors, au risque de me faire des ennemis dans ces pays-là, Mali, Niger, Burkina Faso, il y a eu des putschs qui ont mis des militaires en place avec le prétexte de la décolonisation, on ne veut pas de Français, etc. Mais à mon avis, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est la gouvernance africaine. Ils se sont révoltés contre une gouvernance qui ne produisait pas d'effet dans les trois pays. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un militaire qui vous parle, ben, ils veulent garder le pouvoir. Donc pour garder le pouvoir, ils s'entourent d'une garde prétorienne, Africa Corps, etc., etc. Mais il y a une menace majeure, qui est la menace djihadiste sur les trois frontières et dans le nord au Mali. Et en fait, cette menace djihadiste, elle progresse. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire les deux choses. Vous ne pouvez pas avoir une garde prétorienne qui vous garde et vous occuper de la menace principale. Et donc, ce que vous dites, ils le font pourquoi? Au Mali, l'Africa Corps et l'armée malienne a reçu une déculottée phénoménale. Une embuscade qui a tué 80 types de Wagner. Enfin, donc voilà, donc ils réagissent par rapport à ça. Mais ils n'arrivent pas à établir. Et de plus en plus, l'Azawad, la zone nord du Mali, prend de l'indépendance, prend de la place. Et au Burkina Faso, ça se réduit comme peau de chagrin, la zone contrôlée par le gouvernement. Et au Niger, pareil. Donc, ce qui m'inquiète pour ces pays, c'est le fait que, voulant trop protéger leur gouvernement putschiste et ne pas les passer aux civils, comme cela vient d'être demandé par le Premier ministre malien, ben voilà, ils se rétrécissent, ils se protègent eux-mêmes. Donc c'est
Bamako, c'est Ouaga, c'est Niamey, qui sont protégés. Et ailleurs, il y a de plus en plus de djihadistes qui gagnent du terrain. Une dernière question de Gilles. Oui, mon général, moi j'ai une question plutôt sur, encore une fois, la jeunesse. Lorsqu'on parle de relations, lorsqu'on parle encore une fois de relations France-Afrique, Oui. moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi surtout le prisme de la société civile. La vérité, c'est que pour moi, lorsqu'on parle de France-Afrique, les véritables et les nouvelles relations qui pourraient être saines entre le continent africain et la France, elles sont avant tout à construire par le peuple, dans le sens où je perçois, du moins, voilà, encore une fois, on a ce sentiment anti-français qui grandit dans certains pays. Véritablement, est-ce que les relations France-Afrique saines, aujourd'hui, ne devraient pas tout simplement être bâties sur des relations saines qui se fondent, dans un premier temps, par cette voie de la société civile? Est-ce que la fracture, en fait, elle n'est pas entre la société civile, donc le peuple africain, et les leaders français? Oui, alors moi j'en reviens à mon explication sur ce qui se passe. La relation, elle est d'abord à s'établir entre la jeunesse africaine et les gouvernements africains. Moi je dis la France-Afrique, j'ai beaucoup d'amis africains qui me rencontrent, qui passent d'Afrique en France, qui ont des jeunes ensemble, on discute. Je dis le problème de la France-Afrique, c'est vous, c'est pas nous. La France-Afrique, elle n'existe plus en France. Les gens s'en foutent. C'est-à-dire, à discuter, est-ce qu'il y a des gens en France qui s'intéressent de ce qui se passe en Afrique? Non. Aujourd'hui, moi j'interviens toujours sur les crises, on m'interroge sur l'Ukraine et sur le Proche-Orient, on ne m'interroge pas sur l'Afrique. Et donc, je dis à France 24, à d'autres chaînes, etc., heureusement là on peut en parler, je dis mais parlons de l'Afrique. Et ce qui m'attriste, c'est que tant qu'il n'y avait pas un soldat français mort ou blessé, on ne parle plus de l'Afrique. Bon, ça c'est le premier point. Donc le problème, il est à établir entre la jeunesse africaine et ses gouvernements. Sachant que le mouvement dont vous parlez, il y a deux mouvements. La France, évidemment, ne peut traiter qu'avec les gouvernements en place. Donc, quand ils ne plaisent pas à la jeunesse africaine, ils accusent la France. Enfin, la France, elle peut travailler qu'avec les... Hein, bon. Le deuxième point, là, j'en reviens à la politique du président Macron, par exemple. Le président Macron, il a fait ça. Il s'est adressé à la jeunesse. Il est allé à Montpellier, il a demandé aux jeunes et tout. Ça a été très critiqué. On n'a pas accepté du tout qu'il ait fait ça, alors que lui faisait exactement ça. Mais vous voyez bien qu'il y a une rupture quand on est un chef d'État entre discuter avec des chefs d'État et donc moins écouter la jeunesse, ou aller discuter avec la jeunesse et du coup les chefs d'État vous dites vous parlez à ma jeunesse à moi, hein, ça va pas. Bon, donc on a cette difficulté de relation. Moi je crois que, je le disais tout à l'heure, le marché est ouvert, les jeunes Africains ne vont pas se focaliser sur la France. Moi, je vois que, par exemple, pour aller étudier, il y en a beaucoup qui vont au Canada, aux États-Unis, à droite, à gauche. Très bien. C'est à la France d'attirer les gens qu'elle a envie d'attirer. Mais voilà. Et derrière ça, il y a évidemment une opération de propagande russe qui est montée. Moi, les amis africains me disent, mais est-ce que les gens qui parlent de la Russie comme notre allié se souviennent de comment on était traités quand on était à Moscou? On était traités comme des chiens. Les Russes sont éminemment racistes et on était traités comme des chiens. Et est-ce qu'ils s'en souviennent aujourd'hui en disant les Russes sont nos grands amis? Non. Non. Et donc, voilà, il y a ce rapport, moi je crois d'abord entre la jeunesse africaine, à cause de l'explosion démographique, 65% à moins de 20 ans à peu près. Donc cette jeunesse africaine et ses gouvernants, la façon dont l'Afrique va se gouverner, et nous les Français, on est là pour aider, c'est tout. C'est pas un territoire, c'est pas une chasse gardée, c'est fini tout ça. Donc selon vous, la France c'est fini, Carasoli. Dans les affaires des gouvernements, les gouvernants africains. Ah mais attendez, moi, au moment des élections au Sénégal, le nombre de gens qui me disaient il faut que la France fasse quelque chose. Je disais mais arrêtez, la France n'a plus rien à faire dans vos élections, c'est votre problème. Voilà. Merci beaucoup, mon général. Vous publiez D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques chez Robert Laffont. Merci d'être passé nous voir. Merci, Cara. Merci, Alexandre. Merci, Gilles. Merci à Romain Kiko de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt.